Bon, ça va vous? Non, je vous demande ça parce que, vu que les politiques et les médias dominants ont complètement tourné la carte, hein, et que l'Assemblée nationale a rendu hommage à un authentique anti-républicain, un fasciste, voilà, je voulais savoir comment ça va, vous? Alors aujourd'hui, ça va être rapide, hein, une fois n'est pas coutume. On va parler de la violence en politique, on va parler des liens intrinsèques entre l'extrême droite et les groupuscules qui font le coup de poing, qui montent des guet-apens, qui agressent, qui tuent tout ce qui a le malheur de pas leur plaire. Ça va impliquer de remettre quelques pendules à l'heure et de dire des banalités. Du genre, oui, c'est l'extrême droite qui tue, et c'est pas parce que pour une fois c'est un des leurs qui s'est fait fumer que ça invalide le constat général. Hein. Qu'on parle d'agression, de meurtre, de terrorisme, l'extrême droite est un bien plus grand danger que l'extrême gauche, sans commune mesure. Tant qu'on en est aux banalités, LFI c'est pas l'extrême gauche d'ailleurs, hein. Comme dirait Loumi, ça se mérite hein, d'être classé à l'extrême gauche. C'est quoi les critères? Pourquoi les insoumis seraient d'extrême gauche? Non, parce que ça se mérite comme titre. On ne devient pas d'extrême gauche comme ça, faut aller à des réunions et tout, faut aller s'engueuler avec les autres gauchistes, faut faire des scissions, faut coller des stickers, puis faut faire des tracts et s'engueuler sur la typo des tracts. D'où le fameux nique la police. LFI, c'est des SOSDEM qui parlent fort. Concentrez-vous un peu, sinon on va pas s'en sortir. Alors, parlons banalité, parlons remise en perspective, parlons un peu de debunk, bref, parlons chiffres. Je vais pas vous faire l'affront de vous demander si vous avez vu passer la nouvelle, hein. Évidemment, vous l'avez vu. Un militant néofasciste a trouvé la mort cette semaine au cours d'une bagarre face à des militants antifascistes à Lyon, qui est décidément une ville où j'irai pas passer mes vacances, en marge d'un rassemblement du collectif Némésis, les féminazis originels, qui venaient s'opposer à la venue de Rima Hassan pour une conférence à l'IEP du coin, cherchant comme d'habitude, à créer des images violentes pour montrer à quel point c'est elles les victimes, et que c'est les antifas qui sont les vrais fas, et pour une fois, malheureusement, ça a marché. Depuis le temps qu'Alice Cordier est sur le front, cette fois-ci, ça a marché. Elle et ses copines ont réussi à créer le Charlie Kirk qu'elle désirait tellement. Voilà ce qui s'est passé très factuellement, hein. C'était pas un guet-apens, c'était pas un petit ange ou un étudiant pieux, fan de tennis, ou je sais pas ce que j'ai pu entendre encore. C'était une bagarre de rue qui se termine mal. Et c'est pas cool, hein. Vous connaissez mon credo. Je l'ai dit, je l'ai répété, on ne tue pas les gens. Voilà, on ne tue pas les gens, c'est une certitude, mais en l'espèce, en revanche, on est tout à fait responsable des choix qu'on fait quand on rend hommage à un mort ou une morte. Et là, l'Assemblée nationale a choisi de rendre hommage à un membre de l'Action française, un groupuscule anti-républicain, royaliste, antisémite, qui a pour raison sociale de mettre à bas la République. La gueuse, comme ils disent. Et j'aimerais que ce soit une blague, et j'aimerais que ce soit un cauchemar, mais non. Il y a eu une minute de silence, il y a eu un hommage exécuté tout à la fois par des convaincus de la justesse de rendre cet hommage, hein, l'extrême droite, et j'inclus les républicains dedans, par les idiots utiles de la deuxième montée du fascisme que sont les macronistes et leurs affidés, et j'inclus Glucksmann dedans, et par des semi-gauchistes piégés dans une spirale qui va les entraîner vers la disqualification. Et par là, j'entends les quelques députés LFI présents au moment de la minute de silence. Depuis, tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la gauche un peu sérieuse se prend des tombereaux de merde sur la gueule, hein, comme quoi c'est nous les vrais fascistes, comme quoi c'est nous les vrais violents. Et après cette petite diatribe que j'avais besoin d'éructer, et je vous prie d'excuser la longueur, on va pouvoir passer au sujet principal de cette vidéo, à savoir rétablir quelques vérités sur la violence en politique, parce que j'ai entendu dire tout et n'importe quoi cette semaine, hein, et ça me... Voilà, hein, ça commence vraiment à me peser sur le moral. Pour ça, j'ai dû regarder beaucoup trop de mensonges et d'ignominies pour que ma santé mentale en prenne pas un coup dans le sifflet, mais peu importe, dans des moments comme ça, c'est important d'ouvrir sa gueule. Alors, on va commencer par la goat, hein, et par là, je veux dire littéralement la chèvre, Marion Maréchal, qui nous dit « Considère que s'il peut y avoir bien sûr des groupuscules d'extrême droite, en fait, statistiquement, la violence d'extrême droite est dérisoire. » Meuf, t'aurais jamais dû placer statistique dans ta phrase, hein. Tu savais pas, mais ça déclenche un bas de signal au-dessus de ma maison. Alors, pourquoi cette phrase, c'est n'importe quoi? Eh ben, tout simplement parce que il existe des études qui démontrent
exactement l'inverse, hein, et le fait qu'on puisse voir les résultats de la violence de l'extrême droite dans des études, c'est bien la preuve que ça se voit statistiquement, justement. On va tout d'abord citer le travail d'Isabelle Sommier, sociologue spécialiste de la violence en politique, hein, et que vous avez dû voir mobiliser en masse cette semaine. Un travail minutieux qui a recensé entre 1986 et 2021, soit pendant près de 40 ans, 53 meurtres à caractère idéologique en France, hein, dont 90% ont été commis par une personne d'extrême droite, revendiquée comme telle. Isabelle Sommier rappelle également que si la violence en politique est partagée entre les ultras des deux bords, les méthodes et les cibles ne sont pas les mêmes. Quand l'extrême gauche, la vraie, commet des actes violents, il s'agit majoritairement de dégradation matérielle, alors que l'extrême droite n'en reste jamais là. Certes, elle va aller fracasser les façades des permanences parlementaires de gauche, elle va aller taguer des croix gammées sur des centres LGBT, mais elle va aussi systématiquement s'en prendre aux personnes, hein. Les nervis d'extrême droite, et c'est pas nouveau, organisent des ratonnades, des expéditions punitives, des guet-apens, par exemple, comme récemment, hein, lorsque des tags anti-personnes trans ont été réalisés à Lorient en novembre dernier, dans le seul but d'attirer des militants de gauche qui viendraient les effacer, pour pouvoir leur tomber dessus et s'en prendre physiquement à eux. Ou encore lors de l'expédition punitive Flash Éclair contre les clients attablés en terrasse d'un bar, en octobre dernier à Brest, ou tout début février à Lille, ou cette semaine encore à Toulouse. Et on pourra encore citer au chapitre des actes les plus graves, je parle de meurtre ici, hein, l'assassinat d'Ismaël Ali retrouvé mort dans un étang près de Lyon, en janvier 2026, l'assassinat de Federico Aramburu à Paris par des membres de l'ancien GUD en 2022, ou bien sûr la mort de Clément Méric en 2013, dans des circonstances assez similaires à la mort du militant néofasciste de février 2026, c'est-à-dire dans le cadre d'une bagarre de rue. On peinera à trouver des actions du même type organisées spontanément par des collectifs antifascistes ou par de plus simples collectifs de gauche en général. En tout cas, pas entre les années 60-70 et aujourd'hui. Voire, Isabelle Sommier, elle n'hésite pas à rappeler que, en l'espèce, la scène à laquelle on a assisté cette semaine, ce serait le premier cas de meurtre d'un militant d'extrême droite par un militant d'extrême gauche depuis 1945, hein, quand c'était encore socialement valorisé de mettre des nazis hors d'état de nuire. Depuis 2022, c'est 6 morts du fait d'activistes de droite radicale, et jusqu'à présent, il n'y en avait pas de la part d'activistes de gauche radicale. Oui, vous dites que d'ailleurs, si les faits étaient confirmés, il faut attendre de savoir où en est l'enquête, mais si il s'agit de militants antifascistes ou de gens proches du militantisme antifasciste, oui, effectivement. Ce serait le premier ? Ça serait le premier. Le premier quoi ? La première victime de la gauche radicale. Ça serait. J'en profite pour rappeler opportunément ici qu'en matière de terrorisme et d'attentats, l'extrême droite survole là aussi la catégorie, hein, étant citée comme la deuxième plus grande menace terroriste au niveau mondial, derrière le terrorisme, des fondamentalistes religieux, hein, en l'espèce surtout les fondamentalistes islamistes, mais les fondamentalistes protestants sont pas loin derrière, hein, et les deux d'ailleurs se confondent assez facilement avec l'idéologie de l'extrême droite, mais c'est un autre débat. Sur ce graphique qui résume la situation à l'échelle européenne, on peut par exemple apprécier la place que prennent les actions terroristes imputées à ou revendiquées par la droite, ainsi que par ce qui est appelé des ethno-nationalistes, un euphémisme intéressant hein, pour parler de suprémacistes blancs, dans le total des actions terroristes recensées. La fondation Jean Jaurès, qu'on ne peut pas taxer de gauchisme forcené, consacre également chaque année un rapport à la violence des groupuscules d'extrême droite, rappelant au sein de la dernière édition qu'entre 1990 et 2022, ce sont pas moins de 231 morts qu'on peut imputer à l'extrême droite en Europe, qu'il s'agisse d'incidents isolés ou d'actes de bien plus grande ampleur. Par exemple, les attentats d'Utøya, d'Oslo, hein, Anders Breivik en 2011, dont le but ultime avoué, revendiqué et écrit dans un manifeste était d'emporter un maximum de gens de gauche dans la tombe, hein. Ou encore la fusillade qui a eu lieu à Paris en 2022 dans un centre culturel kurde, dont l'auteur a motivé ses actes par le fait qu'il était raciste et qu'il reprochait aux Kurdes qui combattaient contre l'État islamique d'avoir fait des prisonniers dans le camp adverse au lieu d'avoir massacré tout le monde. Voilà le genre de gentils personnages qu'on peut rencontrer dans ce camp, qui est aujourd'hui repeint comme de presque inoffensifs nationalistes, patriotes ou catholiques. J'oublie celui qui s'est passé très très récemment à Châteauroux, où un ancien candidat du Front National a tiré sur les Condés, leur a balancé des grenades à la gueule.
Voilà ce que c'est, ces gens. Des gens tout à fait gentils. C'est vraiment l'arc républicain, ça. Je me rappelle plus à quel moment on a commencé à euphémiser, à parler des néo-nazis, des néo-fascistes avec des termes qui les dédiabolisent, qui les normalisent, presque. Tout ce que je sais, c'est que dans le même temps, on n'a pas eu de mots assez durs pour qualifier la gauche antiraciste. Et voir aujourd'hui des responsables politiques de droite comme soi-disant de gauche emboîter le pas du narratif dominant dicté par les médias Bolloré, entre autres, hein, ça me donne vraiment la nausée, je vous le dis très franchement. Comme le dirait Sébastien Fontenelle, hein, on a passé notre temps à traiter la gauche antiraciste d'antisémite pour finir par rendre hommage à un militant de l'Action française. Je suis fatigué. Cette vidéo, j'étais pas très chaud pour la faire, voilà. Je remercie Clément Viktorovitch, Ashton, ou encore mon copain Eli, qui m'ont rappelé que c'était justement le moment d'ouvrir sa gueule. Parce que le renversement complet des valeurs auxquelles on est en train d'assister, c'est peut-être la dernière marche qui va mener l'extrême droite au pouvoir. C'est peut-être le dernier clou dans le cercueil d'une gauche, vraiment de gauche dans ce pays. Et bien entendu, tout ça arrange les bourgeois. J'ai longtemps été très sceptique quand j'entendais des analyses du type « Oui, mais les bourgeois, ils détestent tellement la gauche, qui est le seul ennemi qui peut vraiment leur mettre des bâtons dans les roues, qu'ils mettront les fascistes au pouvoir si ça leur permet d'éliminer la gauche. » Aujourd'hui, toute cette semaine, c'est pourtant bien ça que j'ai vu. C'est bien ça à quoi on assiste, et je suis obligé de le reconnaître. La solution était simple. Et ils en sont même à instrumentaliser la mort d'un jeune homme, voilà. Ils se privent même pas de ça. Vous savez quoi? Je pourrais presque avoir une lecture compassionnelle des événements. Je pourrais voir ça comme la mort d'un pauvre type qui s'est fait endoctriner par une bande de charognes pour le faire adhérer à une idéologie de charogne qui l'ont amené à se comporter comme un connard pour finir par devenir lui-même une charogne. Une vraie. Et c'est triste, en vrai, quelque part. Vous savez quoi? Même en ayant cette lecture, on ne peut pas renvoyer dos à dos les groupes fascistes et les groupes antifascistes. Sans fascistes, il n'y a plus d'antifascistes. L'antifasciste déteste le fasciste. Le fasciste déteste les étrangers, les femmes, les personnes LGBT, tout ce qui lui ressemble pas. Et il agresse toutes ces personnes. L'antifasciste se défend et nous défend contre le fasciste. Alors, les fascistes, cette semaine, ils ont même pas défendu leurs potes en plus. Ils l'ont laissé crever sur le trottoir. Au moment où ils se sont tous enfuis en le laissant au sol. Et ça voudrait nous faire croire que ça incarne le courage, que ça incarne la solidarité, que ça incarne les valeurs. Ces gens-là laisseront les plus faibles crever par terre, même ceux qui sont de leur bord. Je vais terminer là, et je vais terminer en citant Vincent Peillon. Voilà où on en est, messieurs, dames. Personne se rappelle de ce mec, hein, c'est un socialiste du Parti Socialiste qui a été un ministre de l'Éducation nationale oubliable. Interviewé un jour sur la thématique « Est-ce que les antifascistes, ce sont des anti-républicains ?» Il a répondu « Mais monsieur, la République, c'est l'antifascisme. » Parce qu'il a beau être oubliable, ce mec connaît son histoire. Alors, courage, hein, c'est un mauvais moment à passer, on est ensemble. Et on va ouvrir nos gueules.